c'est un film qui s'inscrit déjà sur un cycle de 3 films, qui n'ont pas de lien narratif entre eux, mais qui ont des liens thématiques, puisque c'est le cycle de l'hécatombe beauté. Il y a un film sur l'hécatombe, un film sur le tombeau et un film sur la beauté. Et donc Azoït est le film sur la beauté. Et moi, ce qui m'intéresse dans ces films, c'est... en tout cas, moi, ce que j'aime quand je regarde un film, c'est de regarder des regards. J'aime bien cette formule. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de montrer un regard, en tout cas, dans le film, qui soit celui de Bastien, qui est le comédien principal, le mien, qui soit un regard collectif autour du film. Et du coup, le message renvoie, c'est comme si on... je ne sais pas si ça fera partie des questions, mais s'il y a l'idée de c'est quoi l'histoire du film, moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est le geste du film en soi. Et du coup, c'est pour ça qu'en termes de message, il n'y en a pas tellement, au sens où c'est un film qui montre un homme qui essaye de naître, et il y a un homme qui est en matière cinéma, qui est du coup une image, parce que j'aime beaucoup cette relation entre l'image et le spectateur, entre le film et le spectateur. Du coup, l'objectif, entre guillemets, du film, c'est montrer un homme qui essaye de naître tout au long du film, avec son corps qui se désagrège tout au long du film, et à la fin, voilà, Voilà. D'accord. Et d'où elle vous est venue, du coup, cette idée de vouloir montrer cet homme? Pour l'idée, souvent, au moment où je commence à travailler sur un film, c'est qu'il y a justement, du coup, comme vous dites, une idée. Et je sais que pour le premier film, Analogia, l'idée, c'était filmer un homme qui met en relation la foi et l'art. Pour L'été, qui est le deuxième film, c'était une citation de Yankelevitch que j'avais lue, qui était le mourant est un homme qui sort de chez lui sans les clés, qui n'a plus les clés pour rentrer, voilà, un truc comme ça, je me souviens plus exactement, elle est au début du film. Et je me suis dit, on va filmer un type qui sort de chez lui, il a plus ses clés, et on comprend que il est mort et qu'il peut plus repasser dans l'autre monde. Et pour Azoït, l'idée c'était que j'avais fini ces 2 films, je savais que c'était le dernier film des 3 films, et je me suis dit, comment on dit adieu à ça, sachant que je savais aussi que je tournais plus avec Bastien après ça, et du coup c'était très important pour moi cet enjeu de comment on finit en fait quelque chose aussi, puisque c'est très dur de finir un film. Et du coup, l'idée, elle est venue de ça, de comment on finit. Et je me suis rendu compte que c'était pas tellement la bonne question, et que la bonne question, c'était plutôt comment on dit au revoir à quelqu'un ou à quelque chose. Et du coup, le film, c'est une tentative de dire au revoir en fait au personnage, à ce qu'il renvoie et tout ça. D'accord. Ok. Et du coup, pour rentrer plus en profondeur sur le film, Ouais. pourquoi vous avez choisi le format 4 tiers? Ouais, le 4 tiers, en fait, c'est un format, ça fait longtemps que je l'utilise, je l'ai toujours un peu utilisé, au sens où, à la base, je fais beaucoup de photos avant de faire des films en soi, du coup, du mouvement, parce que c'est très dur de faire du mouvement. Et en photo, j'aimais beaucoup prendre des photos en portrait, et en penchant, en décadrant un peu le cadre. Et en fait, je me suis rendu très vite compte que quand on tourne en 16/9, soit on peut pas faire un portrait parce que moi, en tout cas, j'aime pas trop parce qu'on dirait que c'est filmé avec un téléphone. Et sur un écran de cinéma, c'est un peu dommage d'utiliser un quart de l'écran. Et du coup, c'est quand j'ai vu Ida de Paweł Pawlikowski, où c'est un film en 4 tiers, en noir et blanc, qui est très très beau, qui a une très belle photographie. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, il faut filmer en 4 tiers, parce que là, je retrouve en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'image. Et du coup, c'est pour ça que, très souvent, je filme en 4 tiers quand même dans mes travaux. Et parce qu'aussi, il y a une dimension que moi, j'affectionne, qui est plus humaine, au sens où, outre le 16/9, le format scope est très utilisé par les Américains et par le cinéma d'Hollywood, et ça permet de voir du paysage, on laisse beaucoup de place au ciel, parce qu'il y a cette idée de Dieu toujours dans ce cinéma-là. Et moi, je préfère me recentrer sur l'humain, et le 4 tiers me permet de verticaliser un peu l'espace, et plutôt de l'horizontaliser. Et du coup, voilà, moi, c'est cette dimension humaine on filme des choses verticales tout au long, tout au long du film. Ok, d'accord. Et du coup aussi, pourquoi vous avez choisi d'instaurer peu de dialogue et de justement mettre l'accent sur l'importance du son sur le film? Parce que je suis très méfiant envers les dialogues, mais j'aime beaucoup les films avec des dialogues, mais moi j'ai du mal parce que je me dis, j'essaye de faire un film où c'est quand même de l'image du son,
Et pour moi, le dialogue, j'ai très peur qu'ils disent des choses que j'aurais pu dire avec une image et que ça m'évite de travailler sur l'image. Du coup, j'ai tendance à en mettre très peu et quand il y en a, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup alors qu'il y en a vraiment pas du tout. Parce que j'ai envie d'éviter ça. Et du coup, j'ai eu beaucoup de retours très différents, notamment pour Azoït, où moi, j'avais l'impression, quand j'ai fait les sous-titres du film, je me suis bien rendu compte sur la timeline qu'il y avait que dalle en dialogue. Et il y a des gens qui m'ont dit, il y a Mattia, j'ai oublié son de famille, qui est un cinéaste italien, qui m'a dit qu'il y avait encore trop de dialogue et qu'il fallait se faire confiance sur ne donner que l'image à voir et que le son à sentir. Et d'autres gens qui m'ont dit qu'il n'y avait pas assez de dialogue et que du coup c'était parfois ennuyeux, tout ça. Donc c'est assez subjectif. Ah bah oui, complètement. De toute façon, c'est des expériences de visionnage uniques, c'est ça qui est chouette. Et du coup, moi, il y a peu de dialogue parce que j'essaye de faire confiance à l'image et parce que c'est très important pour moi ce travail d'image et de main. Et je pense pas, c'est très dur à faire. Là, je pense pas que ce film ait du tout réussi à atteindre une force, en tout cas dans le geste ou dans la main. Je pense que ça prend vraiment du temps à réussir à faire un film comme ça. Il y a un film, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Close, où, pareil, il y a peu de dialogue. Je trouve qu'il est... Bon, après, je l'ai vu dans un contexte qui fait que je ne sais pas si je pourrais dire que... voilà. Mais c'était plutôt maîtrisé, en tout cas, dans le peu de dialogue. Il y a aussi The Quiet Girl, que j'avais vu, je ne sais pas s'il est sorti, j'ai vu en festival, mais je pense qu'il a dû sortir. Où, pareil, il y a 0 dialogue dans le film, quasiment. Et ça rend bien. Il faut réussir à... Ou Bellatar, voilà, je recite Bellatar, mais Bellatar, il n'y a pour le coup aucun dialogue du tout. Et il y a une force de l'image qui est incroyable, le cheval de Turin. Il y a, je ne sais pas combien, mais il n'y a rien, quoi. C'est des gens qui épluchent des patates et qui sortent de voir un puits. Mais c'est très très beau. Mais c'est sûr que ça doit être dur de mettre en place ça, surtout quand on n'a pas l'habitude au début. Donc... D'accord. Et du coup, est-ce que vous faites... je suppose, un lien entre le regard et la lumière avec le fait que vous ayez choisi de faire la réalisation en noir et blanc. Oui. Comment vous l'expliquez plus en détail En fait, c'est comme pour le 4/3, au sens où le noir et blanc, j'ai toujours été sensible à ça. Et aussi, il y a beaucoup d'aspects pour le noir et blanc. Tout d'abord, c'est très bête, mais c'est le format entre guillemets universel, au sens où il n'y a pas de question de couleur, d'étalonnage, de tel écran, telle salle. Et comme on est maintenant dans un monde où pour voir un film, vous n'allez plus qu'en salle de cinéma, vous l'avez partout. Du coup, pour moi, je me suis dit c'est important de faire un film qui soit universel, mais dans le sens formel du terme, de peu importe où on le regarde, sauf, des fois il y a des variantes d'écran, mais je veux dire c'est un film. Et effectivement, c'est l'ombre et la lumière, j'aime beaucoup revenir à ça, puisque le cinéma au début est né de ça. Et j'aime bien ça. Dans l'histoire du cinéma de Godard, j'aime bien cette idée de le cinéma est né d'un deuil de l'image et elle porte les couleurs du deuil, le noir et le blanc. Et j'aime bien cette idée. Et ces films-là, pour l'instant, comme je suis pas, j'ai pas encore réussi à faire un film qui vraiment me satisfait vraiment bien. Je pense qu'heureusement. Mais du coup, pour l'instant, je sais que c'est encore ancré dans ce deuil de l'image. Et comme c'est des films qui détruisent aussi, qui essayent en tout cas de rompre avec l'idée d'un scénario, l'idée d'une construction très établie. Du coup, je pense que c'est des films sur un deuil, mais pas un deuil, sur un deuil formel pour passer à autre chose. Le film s'appelle Azoït aimé dit-elle, et le sous-titre fait référence à un bouquin de Duras qui s'appelle Détruire dit-elle, qui a été adapté en film d'ailleurs, qui est son premier film. Et en fait, dans Détruire dit-elle, elle part de la destruction capitale qu'on retrouve un peu dans Azoït, et du fait qu'il faut tout détruire pour tout reconstruire. Moi, je ne suis pas forcément fan de la destruction en soi, mais du coup, c'est pour ça que je l'appelais Aimé dit-elle, et que je pense que c'est en aimant, mais que je ne parle pas forcément d'amour romantique, mais juste en aimant les choses, qu'on reconstruit ces choses-là. Et du coup, voilà, le noir et blanc, c'est le deuil, mais un deuil aimant envers les images. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, par rapport à la femme qu'on peut voir dans le film... Laquelle? Celle avec le masque, oui. Justement. Okay. Pour vous, qu'est-ce qu'elle symbolise, cette femme masquée dans ce film? Alors pour moi, après, encore une fois, comme c'est des expériences de visionnage très différentes, moi j'évite de trop dire ce que moi j'y vois,
parce que déjà, j'y vois pas grand-chose. Enfin, quand on a travaillé sur le film, je pense qu'on l'a jamais... Enfin, Bastien l'a factuellement pas vu, le film, encore, alors que ça fait un an qu'on l'a fini. Mais moi, je l'ai pas vu au sens où, Enfin, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans un film, lorsque vous le voyez, c'est la première expérience de visionnage, où vous voyez chaque image nouvelle qui passe, que vous connaissez pas, et donc c'est que de l'inconnu perpétuel, le film. Et le problème, c'est que quand vous avez fait un film, vous le voyez pas, parce que vous savez exactement ce qui se passe après, vous connaissez tous les plans. Du coup, moi, j'ai beaucoup de mal à dire ce qu'il y a dedans, mais je sais qu'en tout cas, c'est un personnage qui fait le passage entre tout. C'est-à-dire, elle fait le passage entre la famille, qui est avec le personnage d'Odyssée, Odyssée le 10 ans, et du père, qui est celui qui a le masque caméra, et le personnage de Bastien, qui n'a pas de nom. Enfin, maintenant, je sais son nom, que je ne savais pas avant, mais qui s'appelle Monsieur le 10 ans. Et du coup, elle a toujours ce rôle de passage entre tous les mondes. Elle a aussi un masque comme le père. Et c'est du coup, à la base, dans le scénario, j'avais mis que c'était sa sœur. Et dans le film, ça a été supprimé. Enfin, je l'ai supprimé. Du coup, on le sait pas. Je trouve ça bien qu'on sache pas vraiment qui c'est. Et c'est un peu un mystère de... elle passe là. Ça rompt aussi avec sa rationalité, puisque lui, au début, enfin, le film fait exprès de commencer dans un cadre un minimum rationnel avant de vriller un peu. Et du coup, elle amorce un peu cette irrationalité et vraiment ce passage entre le monde cinéma, entre le monde du spectateur et des spectatrices. Et voilà, c'est vraiment le personnage du passage. Ok. Et du coup, pourquoi vous avez instauré un certain décalage entre le son et l'image à certains moments du film qu'on a pu remarquer? Parce que déjà, à la base, je voulais faire un travail de son important. Et parce que le son, ça c'est un lieu commun, mais c'est très important au cinéma, pas plus que l'image, mais c'est ce qui fait quand même que l'image rend bien, est visible, on va dire. Et du coup, je crois que le travail du son m'a pris beaucoup plus de temps largement que le travail de l'image, parce que moi c'est beaucoup plus mon domaine, l'image quand même, que le son. Du coup, je me suis amusé, c'était chouette. Mais je voulais que le son, et d'ailleurs j'ai fait l'expérience et ça fonctionne, moi je trouve, c'est que le son soit vraiment une entité à part de l'image, et en fait on peut regarder le film qu'avec le son, sans l'image. Il y a des moments où c'est un peu long, mais il y a des moments où il y a en tout cas une narration qui s'instaure, qui est complètement abstraite, mais qui s'instaure. Et du coup, moi je voulais absolument que ça soit deux choses différentes. Et aussi parce que quand on a tout tourné, alors sauf il y a des scènes qui sont perchées, mais alors dans celui-là, c'est moins le cas, mais dans les autres films, beaucoup de dialogues sont redoublés après, parce que j'aime bien qu'on ait une voix du dedans qui parle, et que lorsqu'il y a une voix du dehors, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait un sens à ce que ça soit une voix du dehors. Et du coup, pour le travail du son, je me suis perdu. Ouais. Vous disiez que vous vouliez vraiment qu'on puisse l'écouter. Oui, c'est ça, que ça soit vraiment un monde en soi. Oui, et qu'en fait, on a tourné sans son, du coup. J'ai fait exprès quand on a tourné, on n'a fait aucun son témoin. Et en fait, ce qui fait que vous arrivez au montage et vous avez des images que moi j'aimais bien, qui étaient chouettes. Mais en fait, sans son, si vous ne faites pas un bon son, l'image, elle est immonde. La séquence est nulle, quoi. En fait, elle n'est pas visible. Et moi, et du coup, je me suis rendu compte que c'est vraiment le son qui donne à voir des images et que c'était très important. Et je suis très attaché aussi à la voix, plus qu'au son. Et du coup, là, l'enjeu, c'était arriver à faire un monde de son qui soit vraiment là et qui nous permet de rendre l'image visible, puisque le cinéma n'est pas du tout que de l'image. Et aussi du fait que, comme je parlais tout à l'heure, des communications entre le monde du cinéma qui est dans l'image et le monde de la spectatrice et du spectateur. Dans L'été, le deuxième film, c'est un film sur la mémoire intime des êtres et sur les oubliés. Et en fait, le film est beaucoup filmé de face. Les personnages sont filmés de face pour qu'il y ait cette confrontation entre nous, spectateurs, spectatrices, et le personnage, et qu'il y ait toujours cette circulation entre les deux mondes, entre le monde des morts, qui est pour le coup le monde du film, et nous, le monde des vivants. Et ce qui m'intéressait dans Azoït, c'était de faire du monde du son vraiment cet ailleurs, et on le voit quand il est sur le toit et qu'il cherche le son, il y a vraiment cette idée c'est un ailleurs, une forme d'embryon un peu de la réalité,
où il aimerait y aller, il essaye d'y aller, ou en tout cas c'est un inconnu auquel il essaierait d'aller, mais qui capte mal en fait finalement tout au long. Et du coup c'était ça qui m'intéressait, et après du coup ça renvoie à plein de choses, au fait que dans son enregistrement, à un moment donné, on le voit, parce que sa cassette du Requiem marche plus au début, parce que je suis beaucoup attaché au motif du Requiem, qui est dans les 3 films, et on le voit, quand il a son enregistreur, en fait, pour enregistrer, on doit effacer quelque chose. Et c'est cette réalité qui est effroyable de, quand on fait des films ou dans tous les domaines, quels qu'ils soient, en fait, la mémoire, quoi qu'il advienne, surtout maintenant, on doit effacer des choses, parce qu'il fut un temps, quand on est capable de citer Mozart, Beethoven, Bach, enfin on en cite 3, mais en fait, des Mozart, il y en avait 50 pendant son époque, mais juste on les a oubliés et on s'en souvient pas. Et maintenant, le problème, c'est qu'on a une hyper-mémoire absolue, ce qui est très bien, parce qu'en termes d'archives, c'est incroyable, mais ce qui fait que dans le domaine artistique, on perd en visibilité et tout est un peu noyé, quoi. Et donc, c'est un peu ce 2 trucs effroyables qui est, je sais pas si ça se résout, qui est insolvable, quand on a trop de mémoire, c'est foutu, quand on en a pas assez, c'est effroyable, mais en même temps, on permet de voir des choses. Du coup, il y a un peu cette idée-là. Du coup, le son me permet d'aborder plusieurs motifs comme ça dans le film. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, donc, on a pu voir que les 2 personnages principaux, ils transmettent une certaine remise en question de la réalité et beaucoup de doutes. Du coup, on voulait savoir un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qui expliquerait pourquoi vous avez voulu faire ouais. Je sais pas, au sens où il y a des choses aussi que j'ai pas trop envie de m'expliquer sur les films qu'on fait, parce qu'après j'ai peur de devenir, de trop savoir ce que je fais, et que du coup je vais refaire ce que je fais en me disant comme j'ai fait ça, je vais faire ça. Je sais qu'en tout cas, l'un des premiers courts-métrages que je considère qui est dans mes travaux, c'est La neige tombera toujours, avec du coup Séverine Meunier qui joue dans Azoït aussi. Et en fait, c'est un film où c'est une écrivaine qui, pareil, est dans une rupture avec la réalité, qui doute de la réalité. Et en fait, je me suis rendu compte que dans tous les films, il y a un peu ce truc d'un personnage qui est en rupture avec la réalité. Du coup, je sais pas pourquoi, mais oui. Après, oui, je sais pas, parce que je crois qu'il y a aussi il y a le monde du film qui a l'air, qui est entre guillemets fascinant, mais je pense comme tous les arts, je sais pas, en fait, quand même, le monde du film, si on prend la base quand même de la salle de cinéma, on est quand même tous dans une salle à regarder des gens devant nous qui sont là, qui passent malgré nous. On peut pas mettre pause dans une salle de cinéma. Du coup, il y a vraiment une vie qui se fait. Et moi, je trouve ça assez fascinant, cette vie qui se fait là. Et du coup, je crois que dans les films, en tout cas, j'essaye de... moi, je peux pas aller avec eux dans le film. Quoique dans Azoït, du coup, c'est moi qui joue le rôle du père, parce que c'était important de... je voulais pas apparaître, mais quand il y a eu l'idée du masque, je me suis dit, ok, super, comme ça, ça m'évite... voilà. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment la relation entre spectateur-spectatrice et le film, et ça en passe par la salle de cinéma qui est très importante, qui est même primordiale. Et du coup, je crois que les personnages, en fait... je sais pas, je pense que on vit dans un temps où la salle de cinéma est quand même en danger. Et je crois que, je sais pas, je pense que les personnages dans ces films-là se rendent compte qu'il y a quelque chose, que eux, peut-être qu'ils veulent nous rejoindre, et qu'en même temps, je pense que quand on est spectateur, spectatrice, on a envie d'aller avec eux. Et il y a un peu, c'est pas un désir incomblé, mais ce truc de, on se regarde, mais on peut pas, la seule chose qu'on peut faire pour eux, c'est d'avoir cette mémoire et de parler du film qu'on a vu, et d'en parler avec des gens, et ça c'est chouette. Mais eux, après, qu'est-ce qu'ils font une fois que c'est fini? Je sais pas, ils se font remontrer ou pas. Du coup, je trouve ça bien que dans le film, justement, ils se demandent qu'est-ce qui se passe après le film, en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, pour finir un peu sur tout ça, est-ce que, parce que là, vous dites que c'était le dernier film du coup des 3, mais est-ce que vous avez d'autres projets pour après concernant d'autres réalisations de films? Ouais. Déjà? Ouais, là je travaille sur un long métrage qui s'appelle, je pense que c'est le titre définitif, donc on peut le dire, qui s'appelle Consolation d'une Marguerite, qui sera un film qui est très dur à mettre en place parce que X raisons
le scénario déjà est très particulier parce que, enfin moi je suis très attaché à rompre avec l'idée du scénario, de pas s'attacher à ça, pas au sens où on fait n'importe quoi en filmant, mais au sens où un scénario, enfin je veux dire si on prend un scénario d'un Bellatar, je pense que c'est juste un homme marche, et c'est pas très intéressant à lire. Par contre quand on le filme c'est très très beau. Et du coup, là, pour le scénario, pour les comédiens-comédiennes, je voulais pas leur donner un scénario où il y a écrit Elle marche, parce que je trouve que ça va rien leur faire. Du coup, j'ai écrit ce que j'ai appelé une partition verbale, où c'est écrit de façon poétique, un peu narratif, enfin, un peu en mode roman, mais roman poétique. Et comme ça, enfin, j'ai fait lire à la comédienne principale un bout de scénario et elle m'a dit qu'elle trouvait ça vraiment chouette d'avoir cet outil-là parce que du coup ça définit pas complètement la chose, ça leur laisse complètement leur liberté et c'est pour ça que c'est poétique, c'est au sens où c'est très suggestif et évocateur sur ce qui se passe et du coup eux ça leur donne une liberté et du coup oui, il y a ce film qui raconte l'histoire de deux sœurs, Cléo et Valentines avec un H et un S et du coup elle dit qu'on l'appelle VHS. Et c'est un film où Cléo est un personnage très solaire et très émerveillé par le monde, mais elle est en rupture avec une réalité qui est très dure. Et VHS, elle est policière, et du coup elle est complètement abasourdie et complètement amorphe par la violence. Du coup, il y a un bouillonnement à l'intérieur, et à l'extérieur, elle est très froide, entre guillemets, sauf avec sa sœur, pour qu'elle ait une tendresse. Et du coup, le film, tout à l'heure je parlais du fait qu'il y a une idée de base à chaque fois. Là, l'idée de base du film, c'était Cléo qui va chez le fleuriste, qui veut un tournesol pour trouver un soleil, mais il n'y a plus de tournesol, et du coup on lui donne une marguerite, et du coup c'est sa consolation. Et du coup c'est un film sur la consolation et sur l'état du cinéma maintenant, et de la salle de cinéma, et en quoi le cinéma, je pense quand même, est un art de la consolation, et en tout cas un art consolatoire. Et vu là vu l'état en ce moment de la salle de cinéma, c'était important pas de dire tout va bien, elle va super bien, et pas non plus de dire elle va mourir, c'est foutu, mais de dire, moi je pense qu'elle, après je sais pas, je veux pas de faire mauvais augure, je pense qu'elle va peut-être mourir, mais comme le concert, je veux dire, en fait c'est comme en musique, avant pour écouter de la musique, il y a quand même, je sais pas, je suis pas expert en date, mais 150 ans, un peu plus, il fallait juste aller dans une salle de concert, écouter de la musique, il n'y avait pas d'autres moyens, et maintenant la musique est partout autour de nous, et c'est génial, je veux dire, personne s'en plaint. Et quand on va voir un concert, c'est un peu exceptionnel, quoi. On paye un truc, on y va, on paye, je sais pas, 30 € pour voir Vivaldi, on écoute et on dit, j'ai vu un concert une fois dans le mois, et c'est un truc exceptionnel. Et je pense que la salle de cinéma, à un moment donné, ça sera pareil, ça coûte 30 €, et on y va, et c'est exceptionnel d'avoir vu un film au cinéma. Mais j'espère pas que ça n'arrivera, mais peut-être que ça arrivera. Et du coup, dans ce cas-là, on peut se dire, comment on fait pour faire un cinéma qui essaye de faire vivre un peu tout ça, comment on se console avec tout ça malgré tout, parce que voilà, il faut pas rejeter la réalité, mais il faut pas non plus, il faut, je sais pas, il faut trouver un accord entre la rêverie et la réalité, et je pense que ça se fait vraiment dans la consolation des choses. Voilà. D'accord. Et du coup, vous avez commencé à tourner Non, pour l'instant, je pense que je vais commencer à tourner en juillet, là maintenant. En fait, pour l'instant, la partition verbale n'est pas du tout finie d'être écrite. Et moi, j'avance beaucoup quand même en filmant les choses. Je sais que pour Azoit, typiquement, la scène d'ouverture, toutes les scènes dans l'espèce de tunnel avec l'eau qui passe, c'est des plans qu'on a fait avant, où je savais qu'il y aurait un personnage avec un masque d'escrime et qu'il y aurait ce truc-là, mais j'avais pas du tout idée du film. Et je sais que moi, j'aime beaucoup construire avec des images que j'ai dans les mains. Et là, typiquement, ça fait trop longtemps, je sais que là, ça fait 1 mois, à peu près 2 mois, que j'ai pas trop avancé sur le film à l'écrit. Et donc, je vais appeler, je pense, la comédienne, on va filmer des trucs ce mois-ci, parce que c'est vraiment là, je pense que ça va débloquer plein de trucs le film se fait vraiment pas du tout dans la tête, quoi, il se fait avec les mains. Donc, c'est important, voilà. Ok, d'accord. C'est juste, en tout cas, moi, alors c'est pas le premier, mais un grand souvenir que j'ai, enfant en tout cas, d'un film, c'est Jour de fête de Tati. Et du coup, je suis très attaché à Tati, et aussi Les triplettes de Belleville de Chaumet, qui lui-même est très attaché à Tati, ce qui fait que moi, ça me bouleverse beaucoup, en tout cas, le rapport entre Tati et Chaumet. Et après ça, du coup, je sais qu'en tout cas, l'idée d'image a toujours été là, l'idée du mouvement est venue
au fur et à mesure, parce que c'est quand même dur le mouvement. Et du coup, en formation, j'ai fait un lycée où il y avait une spécialité cinéma, où du coup, où la formation en soi était chouette, mais c'était vraiment les professeurs, notamment Serge Toutlouillan et Carlos Alves, qui sont vraiment des gens incroyables, des professeurs incroyables, et qui étaient très inspirants et très inspirés, et c'est pour ça qu'ils étaient très inspirants. Et après, j'ai fait une prépa à lettres avec une spécialité cinéma, qui du coup était très intéressant du point de vue critique et analyse, parce qu'on faisait pas vraiment de pratique, c'était vraiment, on préparait un concours, donc c'était un concours de l'ENS, donc c'était vraiment théorique. Du coup, pour la lecture des images, c'était une formation très importante. Et en termes de pratique, en fait, les 3 films qu'on a fait, Analogia, L'été, Azoit, ont été faits pendant les 3 ans de prépa, mais à côté. Et du coup, pour ce qui est de faire des films, on a vraiment fait avec nos mains. Enfin, on n'a pas eu un cours de se servir des choses, parce qu'en lycée, on savait déjà se servir des caméras, et mieux que les professeurs, c'est pour ça que je dis ça. Mais du coup, ça s'apprend tout seul, en fait. Moi, la première fois, j'ai eu un appareil photo, et il y avait 2 molettes, la vitesse d'obturation et le diaphragme, mais faut juste comprendre à quoi ça sert et comment ça marche. Et quand on joue avec pendant 2 heures dans une chambre, au bout d'un moment, on comprend comment ça marche, et c'est chouette. Et tout ce qu'on peut faire avec, après, du coup, voilà. Du coup, la formation, je pense que c'est les mains et la curiosité, quand même. Vous avez l'impression que vous avez plus appris, vous, de votre côté que... Pour faire un film, oui, complètement. Parce que je crois pas que... C'est pour ça que je parlais des écoles de cinéma tout à l'heure. Je suis pas fan du tout des écoles de cinéma et du fait qu'on va vous dire qu'on va vous apprendre à faire un film. Je pense qu'on peut apprendre, en tout cas, discuter et échanger autour des films. Et ça, c'est très important. Et lire des images, ça, je pense que ça se fait avec l'autre, dans un dialogue avec quelqu'un. Mais faire un film, pour le coup, je pense pas que ça s'apprenne au sens où c'est nous, en fait, qui le faisons. Comme, je veux dire, il n'y a pas une école de poésie. Et ça serait absurde, je pense, pour tout le monde de penser à une école de poésie. Et donc faire un film, surtout maintenant où le scénario est très important dans toutes les écoles, alors que le scénario, je sais pas comment encore il existe maintenant, parce que il y a eu Bresson, Godard, tout ça, Tarkovsky, qui ont bien mis à mort le scénario, ou Gaspard Noé, encore que tout le monde aime maintenant, ou Dupieux, encore une fois, que tout le monde aime maintenant, alors que personne ne les aimait au début. Mais du coup, voilà. Du coup, je suis pas fan des écoles de cinéma et de ce système-là, puisque je pense que voilà, si on veut faire un film, surtout maintenant, en fait, on fait un film avec ce qu'on veut, absolument. Et beaucoup de gens en école de cinéma ont des projets de films, et pas un film. Et du coup, je trouve ça dommage maintenant où on peut faire un film avec absolument ce qu'on veut, quoi. Voilà. Okay. Et oui, vous avez l'impression que du coup, ils vous ont pas vraiment aidé Si, à maîtriser la vidéo? Non, mais de toute façon, ça se fait seul. Ça, je pense que, sauf si on veut des cours de technique, et alors on fait un BTS audiovisuel, et c'est super parce que vous savez super bien maîtriser une caméra et tout ça. Mais en fait, il faut... En fait, c'est toujours pareil, c'est au sens, je reprends l'exemple de la poésie, c'est-à-dire qu'écrire avec un stylo, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, on se l'apprend, et si on ne sait pas ça, on est incapable d'écrire. Tout comme pour faire un film, si on ne sait pas servir d'une caméra, on peut faire des trucs, mais c'est quand même bien de savoir s'en servir. Mais faire un film on fait un film où ça nous engage, ça engage notre mémoire, notre inconscient visuel, ces choses-là, ça s'apprend pas, c'est nous qui le faisons. On fait beaucoup de films très très nuls, et même maintenant on fait des films très nuls. Et à un moment donné, peut-être on fait un film où on se dit, c'est chouette, quoi. Mais il faut, voilà. Il faut travailler, mais je pense pas que ces choses-là s'apprennent, quoi. En tout cas, lire des images et j'allais dire être sensible aux images, c'est pas que ça s'apprend, c'est que ça se fait dans le dialogue et dans l'échange. Et ça, évidemment, dans une école, c'est plus pratique que d'être dans la rue et de dire aux gens, ou alors dans un cinéma, voilà, on peut parler au cinéma. Mais l'avantage d'une formation, c'est pour ça que je ne rejette pas du tout les 2 formations que j'ai eues, elles étaient très bien, mais parce qu'il y avait des êtres humains vraiment incroyables avec qui on pouvait discuter des images et qui étaient passionnés, qui étaient passionnants, et du coup, c'était vraiment chouette, quoi. Mais il n'y a pas un apprentissage en soi de comment faire les choses, quoi. Non, je sais pas, j'ai pas de revendication, une revendication, en fait, vive la salle de cinéma. C'est ma seule revendication. Non, de faire, en tout cas, je sais pas comment vous l'intégrerez, mais en tout cas, l'important est vraiment, je pense, en tout cas pour ma part, dans la main et dans le geste. Et il faut vraiment, je pense, travailler là-dessus.
mais comme Winterberg l'a fait avec le dogme, avec Festen, enfin la dernière fois j'ai revu Festen, que j'avais vu il y a très très longtemps, j'avais oublié l'ouverture, mais elle est, elle est incroyable je sais pas, enfin on voit tout une caméra qui est nullissime, et une main qui est incroyable je sais pas, il y a des plans, le fait de les agencer, le grand angle très près, enfin tout ça c'est important. Et moi, les choses dont je suis un peu pas triste, mais où ça me chagrine un peu, c'est des fois des films où on dit des choses. Bon, on va arriver dans un truc politique. Où on dit des choses, mais formellement, il n'y a pas d'enjeu. Et en fait, moi, je suis très attaché à l'idée, pas de réformer, mais de reformer les choses. Et je sais que les 2 dernières années, j'étais au Festival de Cannes, et c'était surtout pour la dernière année, du coup, le 2022. Il y avait beaucoup de films, en fait, politiques, en tout cas des films sociaux. Et en fait, malheureusement, c'est des films qui abordent des causes tout à fait justes, hein, que ce soit l'égalité homme-femme, que ce soit la misère, enfin énormément de causes. Mais c'est des films qui en fait juste le disent. Et comme si moi je prenais une feuille et je vous écris il y a des pauvres dans le monde, mais en fait tout le monde le sait, ça change rien, c'est comme le climat. Et je pense que réformer, ça se fait. Enfin, on fait des films et des choses avec de la lumière et des ombres. Et il faut reformer aussi le langage cinématographique. Et il y a des films comme Neptune Frost, par exemple, de Saul Williams, qui était à la quinzaine il y a 2 ans. Là, j'ai vu qu'il était sorti cette année et qui est sorti, je sais plus, enfin, je veux pas dire de bêtises, mais il est sorti dans 20 salles en France. Enfin, peut-être plus, je vais pas m'avancer, mais dans vraiment pas beaucoup de salles. Et c'est un film queer qui est incroyable, qui ne dit pas juste quelque chose, qui le montre en fait formellement. Et je pense que les gens, si on veut une dimension collective et sociale du cinéma, il faut travailler là-dessus cinématographiquement. Je pense au dernier film de Ozon, qui s'appelle Mon Crime. En fait, moi, j'ai pas trop aimé ce film parce que... j'étais pas très sensible au film, parce qu'il dit des choses, mais en fait, formellement, il montre rien. Ce qui fait que quelqu'un qui, dans la salle, je sais pas, est misogyne ou pas, enfin, peu importe, tous les spectateurs, quand ils voient ça, je reprends l'exemple du misogyne, je veux dire, quelqu'un qui aurait des comportements misogynes, quand il voit ça, il se remet pas en question, il est plus fermé au film, il est hermétique au film. Alors que si formellement, on lui montre quelque chose, là, il va y avoir quelque chose humainement qui va se passer. Alors après, je dis pas que ça va guérir tous les maux du monde, mais il va se passer quelque chose. Et c'est pour ça, je pense au film de Christophe Honoré, par exemple. C'est un cinéaste, je veux dire, quand il filme des rapports entre des hommes, c'est incroyablement beau, et ça se fait pas en disant juste, voilà, des hommes peuvent s'aimer entre eux. C'est en montrant des hommes qui s'aiment, et il s'est montré, mais d'une façon extraordinaire, et tout ça, on passe vraiment par la main, par le fait de filmer, par le regard de Christophe Honoré sur la réalité. Et du coup, voilà, moi je suis très attaché au fait que d'arrêter de parler de fond et de forme et de dire, c'est bête de dire ça, mais c'est vraiment la forme qui fait le fond malgré tout. Et c'est cette importance de l'acte de filmer, qu'on ait conscience qu'on filme, et pas juste qu'il y a une réalité devant nous et qu'on l'apprend. Parce que c'est Bresson qui dit ça, Robert Bresson, sur le fait que ce qu'on peut en dire, parce que c'est très dur de dire à quoi sert l'art, mais l'une des choses quand même de l'art, c'est d'être suggestif et de pas trop montrer ce qui se passe. Enfin, je veux dire, Kandinsky, tout ça, c'est quand même des œuvres où on montre... Enfin, l'idée je m'embrouille. L'idée est de montrer de l'invisible, en tout cas, de ne pas montrer la réalité. Puis, il y a un peu plus d'un siècle, on a inventé le cinéma où on peut tout montrer. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le cinéma, c'est justement, on a l'outil, on peut tout montrer. Comment on fait pour montrer ce qu'on ne voit pas, en fait, avec un outil qui est censé tout montrer. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus maintenant. Je crois que le cinéma muet travaillait beaucoup là-dessus et que le parlant est arrivé très vite. Et comme beaucoup le pensent, il y a un peu pas une déception, mais un truc de... le cinéma muet est mort un peu trop tôt. Mais du coup, voilà, je dis pas qu'il faut revenir au muet, mais qu'il faut avoir conscience de toute cette histoire cinématographique et qu'il faut essayer de revenir à un travail de la main et un travail de montrer ce qu'on voit pas, quoi. Enfin, montrer de l'invisible alors qu'on peut tout montrer, c'est ça qui est fou, quoi. Voilà.